Alors maintenant, nous avons la chance d'avoir, pour clôturer et terminer cette séance, Madame le conseiller Françoise Camara, qui est donc conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation, mais qui a, dans son activité professionnelle antérieure, exercé dans l'étude de la responsabilité médicale et chirurgicale. Et le sujet est un peu provocateur. Chirurgien, sauveur ou coupable ? Point d'interrogation. Vous avez la parole. Merci de votre gentillesse. Alors, non seulement j'ai beaucoup œuvré en matière de réparation du dommage corporel, mais je précise que c'est la première chambre civile, première section, dans laquelle j'ai l'honneur de siéger depuis bientôt 8 ans, qui traite de la responsabilité médicale, de sorte que la jurisprudence est à peu près faite par nous, un peu bien sûr également par la chambre pénale qui s'intitule la chambre criminelle. Alors nous sommes le 3 mars 2003, ici même, le professeur Chapuis, président de l'Académie nationale de chirurgie, s'exprime. La responsabilité qui pèse sur les épaules du chirurgien est énorme. On lui demande d'être un professionnel d'exception. C'est à la fois juste, motivant, enthousiasmant, mais pour certains, à l'inverse, décourageant et démotivant. À trop demander, à tant menacer, à voir la notion de sanction sans cesse agitée, on voit apparaître, dans une société tournée vers le confort et la sécurité, un désengagement des étudiants vis-à-vis d'un certain nombre de spécialités pénibles et à risque. Difficultés et risques sont de surcroît démesurément amplifiés par le milieu professionnel lui-même. Je devrais dire également par le barreau lui-même. Il faut désamorcer, c'est le professeur Chapuis qui parle, il faut désamorcer ce mouvement et dans le même temps tenter de mieux informer le public. C'est ce que je voudrais mettre en relief aujourd'hui. J'ai le sentiment, contre vents et marées du barreau, que les relations entre les malades et les praticiens sont plutôt apaisées, de même qu'entre les praticiens et les juges, et je vais vous le démontrer. Tout d'abord, il faut le génie inventif de Jean-François Mercier pour avoir imaginé ce sujet. Coupables ou... Enfin, plutôt sauveurs ou coupables. Sauveurs, bien sûr que nous savons que vous l'êtes toujours ou souvent. C'est-à-dire que vous êtes, enfin, dans la cancérologie, la traumatologie, l'orthopédie, la cardiologie, la neurologie, l'obstétrique, les greffes. Vous êtes des génies, ça nous le savons. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion et d'admiration que je me présente devant vous aujourd'hui. Vous savez que Cicéron, qui était avocat, disait que le premier temps de la plaidoirie, c'est d'abord la captatio benevolentiae. Il faut attraper la bienveillance de l'auditoire pour lui permettre de bien entendre ce que l'on a à lui dire. Voilà, j'ai satisfait, j'espère, à la captation. Et maintenant, je vais vous parler. Les voies de la pacification sont doubles. Tout d'abord, l'information, qui permet le principe de coopération entre le patient et le chirurgien. Nous pourrions dire que la conscience rencontre la confiance. La deuxième voie, c'est la reconnaissance de l'aléa thérapeutique, qui a bien apaisé les relations, la distinction entre la faute pénale et la faute civile, qui ne laisse subsister que la véritable faute, laquelle sera décelée grâce, nous le verrons, à l'intervention indispensable de l'expert. Le devoir d'information, il est tout à fait fondamental. Pleinement informé avec conscience, le patient aura entièrement confiance. Le devoir d'information qui pèse sur le médecin est destiné à satisfaire le droit de savoir du patient, le droit de choisir, de la médecine paternaliste dans laquelle seul le praticien décidait. Nous avons évolué vers une relation équilibrée au sein de laquelle praticiens et patients coopèrent, alors en particulier grâce à l'information qui est diffusée sur Internet. Le patient devient un acteur de sa propre santé, une sorte de partenaire du professionnel, relativement autonome, qui peut se prendre en charge. La responsabilité de ce fait, dans le choix du traitement chirurgical, devient presque partagée entre les deux acteurs, et c'est là que je vois en particulier l'avenir
des pratiques non homologuées, mais des tentatives d'innovation qui pourront recevoir, moyennant une juste information, l'aval du patient. L'obligation d'information et le droit de savoir sont d'origine prétorienne, c'est-à-dire jurisprudentielle, comme presque tout ce qui existe dans notre droit positif, que le législateur et le pouvoir réglementaire viennent toujours récupérer ensuite. Le pouvoir politique n'est presque jamais innovateur, mais l'instrument de l'innovation véritable de la jurisprudence, c'est d'abord la respiration populaire, les aspirations populaires, c'est l'avocat qui doit être une excellente courroie de transmission, et c'est le juge qui se trouve à l'écoute de ces appels du peuple, vox populi, vox dei. L'obligation d'information a été reconnue par la Cour de cassation dès 1942. C'est ce que l'on a appelé le forçage, c'est ce que l'on appelle d'ailleurs dans tous les contrats, le forçage du contrat, c'est-à-dire une interprétation supplétive et complétive qui est menée par les magistrats et qui consiste à ajouter, à lire dans les contrats, à interpréter que les contrats ont contenu des éléments que les parties n'ont pas totalement exprimés mais qui sont inhérentes à la relation contractuelle. Et s'agissant d'un contrat entre un professionnel de quelque branche que ce soit et un profane, il y a toujours, évidemment, une obligation d'information qui pèse sur le professionnel. En 1942, la Chambre des requêtes de la Cour de cassation nous disait « L'information médicale doit porter sur la nature exacte des soins proposés, les conséquences de ces derniers et l'existence d'alternatives thérapeutiques permettant aux patients de choisir. » Ah, que tout est dit, et bien dit, et courtement dit. Le médecin est tenu, continue la Cour de cassation, sauf cas de force majeure, d'obtenir le consentement du patient avant de pratiquer une intervention, en violant cette obligation, imposée par le respect de la personne humaine, il commet une atteinte grave aux droits des malades. Nous avons là le triptyque. Que faut-il expliquer aux patients? Les bénéfices de l'intervention, les alternatives possibles et les risques. Évidemment, cette obligation d'information que nous avons dégagée par forçage du contrat dans les conventions qui sont conclues, dans les liens contractuels qui sont conclus entre le patient et le médecin, ont fait l'objet, bien sûr, aujourd'hui, de textes dans les traités internationaux et européens, je passe, dans l'article 16-3 du Code civil, il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité et avec le consentement préalable de l'intéressé. Bien sûr, dans le Code de la santé publique, aux articles L. 1111-2, l'information, L. 1111-4, le consentement, dans le Code de déontologie médicale, article 35-36, et dans toutes les lois sur les recherches biomédicales, bioéthiques, la charte du patient hospitalisé, etc. La Cour de cassation a affirmé, a confirmé, par un arrêt du 9 octobre 2001, que l'obligation d'information est un principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine. Il faut traiter les patients comme des êtres aptes à comprendre. Il faut leur livrer des explications loyales et simplifiées, et elles seront parfaites. Et en outre, elles sont passionnantes parce que nous ignorons tout du fonctionnement de notre architecture interne, et nous sommes très heureux que vous nous expliquiez certains aspects. C'est le regretté professeur Vert qui parle. Pour informer, il faut former. C'est à nous, les médecins, de faire notre propre politique. Et comment la faire autrement que par une information des étudiants des universités? Lorsque j'ai été consultant, j'ai voulu monter à la Pitié-Salpêtrière une espèce d'enseignement qui est joué pour ces cours des infirmières, des assistantes sociales et des administratifs. Je n'ai jamais vu un seul médecin. Ils croient savoir et ils ne savent rien. Ceux qui sont là, ils savent. Là, c'est vous. Mais avez-vous calculé les 50 000 autres qui ne savent rien et ne viennent pas? Sauf pour aller se plaindre qu'on leur fait du mal. Commençons par mettre de l'ordre dans notre propre boutique. Le Conseil de l'ordre est là pour ça, l'Académie de médecine et celle de chirurgie aussi, et je crois que lorsque nous aurons balayé devant notre porte, nous pourrons nous plaindre à notre tour. Donc le médecin doit, à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il propose.
Et cela tout au long de sa maladie et en tenant compte de la personnalité de son patient et en veillant sur la compréhension. Alors en effet, le médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves, même de survenance exceptionnelle. Pendant longtemps, il est vrai que la jurisprudence avait laissé de côté les risques exceptionnels, mais dès 1998, ils ont été pris en compte et au fond, ce que nous considérons comme exceptionnels devant être révélés, ce sont les risques qui sont statistiquement mesurables. Même 1 pour 1000, on peut le mesurer, c'est exceptionnel, mais c'est mesurable. La seule chose qui n'est pas à être révélée, ce sont les risques qui sont inconnus ou qui ne sont pas identifiés à l'avance, enfin les risques inconnus. Pour le reste, sauf s'il y a une chance sur 1 milliard que ce risque se profile, non, il faut en parler. Bien sûr, les risques graves. Si vous dites à un patient qu'il risque d'être enrhumé en se réveillant parce qu'il aura froid, vous n'êtes pas, et qu'il s'enrhume, vous ne serez pas responsable. Le risque n'était pas grave, celui du rhume. Alors, en chirurgie esthétique, vous le savez, il faut bien sûr non seulement informer des risques graves, mais aussi des inconvénients, simplement, en matière de chirurgie esthétique, mais vous le savez, en particulier un arrêt de la première civile du 17 février 1998. Mais le risque, vous avez vu, 10% de maladies nosocomiales. Nous sommes saisis d'une affaire qui rend, puisque nous ne nous mettons pas d'accord, partage de voix, l'affaire est renvoyée à une plénière de chambre, sur la question de savoir si l'ONIAM, qui donc indemnise en cas d'aléa thérapeutique ou en cas de faute, qui consent l'avance et qui ensuite, vous le savez, exerce son action récursoire contre le chirurgien auteur d'une faute, dès lors que l'invalidité est supérieure à 24% schématiquement. Il s'agissait là où l'intéressé est mort, il s'agissait là d'un jeune homme de 20 ans blessé au sport, donc il a eu le ménisque abîmé, on l'a opéré d'emblée, évidemment, et on ne l'a jamais informé que son ménisque allait peut-être se rétablir tout seul et qu'en tout cas il risquait la maladie nosocomiale. Il est mort. Bon, il est mort, il n'a pas eu le choix de se faire ou non opérer. Et actuellement, la question est de savoir si, puisqu'il s'agit d'une perte de chance pour lui d'avoir pu refuser l'opération si l'on lui avait expliqué le risque de mort, il s'agit, comme c'est une simple perte de chance et pas une faute directe du chirurgien, nous devons savoir si nous allons admettre l'action récursoire de l'ONIAM contre le chirurgien qui est seulement responsable d'une perte de chance. Il faut noter quand même, et c'est un des éléments évidemment à prendre en compte, enfin qui est développé dans bien sûr les écritures qui sont publiques, c'est que si l'on n'admettait pas ce recours, on se trouverait devant ce cas de figure absolument extraordinaire où un chirurgien qui a manqué à son devoir d'information, mais qui n'a occasionné qu'un déficit inférieur à 24%, lui, il serait directement responsable, parce que ce n'est pas l'ONIAM qui s'en chargerait, tandis que celui qui aurait gravement handicapé ou tué même, comme c'est le cas là, lui, il ne serait pas du tout responsable, il n'y aurait pas d'action récursoire de l'ONIAM. À mon avis, nous serions condamnés dès demain matin par la Cour européenne de Strasbourg pour discrimination entre les chirurgiens. Alors, seule limite, bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, les risques inconnus. Alors attention, ce qu'on appelle le risque inconnu, évidemment, vous doutez, ça n'est pas inconnu du chirurgien en question. Ce sont les risques inconnus in abstracto. Parce que si ce malheureux chirurgien ne savait pas, eh bien, il a peut-être engagé sa responsabilité parce qu'il aurait dû savoir. Donc, on apprécie le risque inconnu in abstracto. Tout comme la faute, d'ailleurs, nous allons le voir, du chirurgien, qui est apprécié in abstracto. Alors, il n'est pas tenu de réussir à convaincre un patient du danger de choisir une voie plutôt qu'une autre, ou de se faire opérer plutôt que non. Il n'est pas tenu. Vous voyez, la solution de votre affaire, a priori, elle se profile par un arrêt du 18 janvier 2000 de la première chambre civile. On n'est pas tenu de convaincre quelqu'un de se faire opérer parce qu'il y a un danger pour lui à ne pas se faire opérer. Donc, à mon avis, cette affaire connaîtra un échec pour ce qui intéresse la demande d'indemnisation. Nous avons des quantités d'exemples, bien sûr. Alors, les limites sont aussi l'humanité, c'est-à-dire qu'il faut délivrer l'information. Si elle peut avoir une influence négative sur l'intérêt du patient, il faut la délivrer avec prudence.
Mais là, il sera une question de balance, d'équilibre, savoir si ce chirurgien a vraiment informé comme il fallait ou s'il a littéralement terrorisé son patient pour le conduire à refuser l'intervention. L'expert nous le dira et tous les éléments de l'affaire le diront aussi, bien sûr. Je ne pourrai plus traiter de cette affaire moi-même puisque vous m'en avez parlé. Donc je serai obligée de m'abstenir. Et oui, c'est ça le conflit d'intérêts. On ne peut pas traiter de quelque chose dont on a eu une connaissance personnelle. Alors, dispense aussi, bien sûr, en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé. C'est même tout à fait prévu par tous les textes européens. On a le droit de ne pas savoir si tout est trop grave et que l'on meurt de peur. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi en matière d'information, vous savez qu'on considère que lorsqu'un orateur s'exprime, on retient 5% de ce qu'il a dit. Je vous prie d'inclure ce que je vais vous dire dans les 5%. Il faut informer non seulement préalablement, mais postérieurement. Et alors en particulier, il faut faire presque comme les chirurgiens américains, qui au sortir, Alain Hertig nous dit tout à l'heure, à la sortir de la délibération, dictent, et non seulement ils dictent, mais ils sont au pied du patient qui va se réveiller pour lui expliquer qu'ils ont rencontré une difficulté, qu'ils ont commis une maladresse, qu'il s'est présenté une complication. Et il faut dire absolument, spontanément, que vous avez rencontré une difficulté, et c'est le seul moyen de désamorcer les conflits. Pourquoi? J'ai essayé de... D'abord, vous savez qu'il y a un texte qui nous dit L1142 4 du Code de la santé publique, toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à l'activité de prévention, de diagnostic ou de soins, vous allez le décéder, ses ayants droit, bien sûr, doit être informé par le professionnel ou l'établissement de santé sur les circonstances et les causes du dommage, dans les 15 jours de la découverte du dommage ou dans les 15 jours de sa demande. N'attendez pas cette demande, parlez. Parlez pourquoi? Je me suis posé la question, il y a bien longtemps déjà, du pourquoi, parce que j'ai incité les chirurgiens à parler, à révéler. Évidemment, ils l'ont refusé. À l'époque. On se place 20 ans en arrière, je me rappelle, dans une conférence que j'ai prononcée avec Catherine Palais-Vincent, que vous connaissez tous, à l'hôpital américain. Et mon mari avait été invité de son côté, il était dans l'amphithéâtre, et j'expliquais que les médecins devaient cesser de considérer que nous étions inaptes à comprendre, et que les médecins qui avaient commis une erreur, qui avaient commis une faute, une maladresse, pardon, pas une simple erreur, vous allez en parler, une faute, ils devaient le dire pourquoi. C'est très étrange. Le médecin, il est Dieu. Enfin, lui, il se considère comme Dieu, ça je sais. Mais même les patients le considèrent comme Dieu. Et donc, lorsque le médecin omnipotent avoue sa fragilité, avoue sa faute, mais c'est extraordinaire, les rôles sont inversés. Et c'est le patient qui devient le protecteur du médecin. Il a à cœur de l'aider. Il a à cœur de le tirer de cette mauvaise passe dans laquelle il se trouve. Il va l'aider, non mais sauf quelques caractériels. Mais je veux dire, ça c'est la démarche normale. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la médiation et du fait que lorsque l'on parlait, on désamorçait. C'est absolument vrai. Il faut parler. Ah oui, alors, donc mon mari se trouve dans l'amphithéâtre et deux chirurgiens disent « Oh ben dis donc, celle-là, si elle cherche un chirurgien un jour, elle ne trouvera pas. Hein. Qu'en pensez-vous, confrère ?» Et mon mari a répondu « C'est ma femme. » Vous voyez, il y a 20 ans, on n'acceptait pas cette idée. Maintenant, on le sait. Il faut le faire. Il faut être au pied du lit, comme le chirurgien américain. Et même aux États-Unis, ça fonctionne. Alors qu'aux États-Unis, un procès, vous savez, c'est le jackpot, c'est un pactole absolu. Même aux États-Unis, le fait de parler fonctionne et le malade devient compassionnel envers le chirurgien qui a commis cette erreur. Alors, sur qui pèse l'obligation d'information? Bien sûr, sur le médecin prescripteur de l'intervention, mais aussi sur celui, il reçoit, n'est-ce pas, enfin celui qui dit allez vous faire opérer, voilà, etc. Et puis celui qui va recevoir pour opérer, il lui pèse sur lui un devoir propre et personnel d'information. Chaque médecin est autonome. Nous avons rendu une belle décision dont je vous parlais tout à l'heure. Nous rappelons l'indépendance du médecin. Il est tenu de remplir lui-même son rôle et on ne pourra pas lui reprocher de ne pas se contenter du diagnostic qui était différent d'un autre praticien, parce que c'est sous sa responsabilité qu'il va établir le diagnostic.
Alors bien sûr, obligation d'information, personnel médical, paramédical, la clinique elle-même, etc. Alors sur qui pèse la charge de la preuve? Deuxième insertion dans les 5%. Je me suis laissé dire que lorsque Pierre Sargos, lorsque cet arrêt très célèbre du 25 février 1997 avait prononcé cet arrêt sur la charge de la preuve de l'information, de la délivrance de l'information, on m'a dit que Pierre Sargos s'était présenté devant une assemblée médicale, alors je ne sais pas où, chargée de pupitres, et chaque fois qu'il essayait de parler, les pupitres claquaient, 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 il n'a jamais pu parler, les chirurgiens se vengeaient, les médecins se vengeaient. Bon. C'est intelligent. Non, ce n'est pas du tout intelligent parce que c'était enfin une exacte lecture du texte du Code civil. Moi, ce qui me suffoque, c'est de penser que la Cour de cassation avait pu appliquer ce texte à tort jusqu'en 1997. Pourquoi? Parce que on demandait aux patients exactement ce pourquoi nous cassons toujours les décisions des cours d'appel, pour inversion de la charge de la preuve. On lui demandait de démontrer le défaut d'information. J'ajoute que, en droit commun, en bon sens, ça s'appelle de confier la probatio diabolica, la preuve diabolique, celle qui est impossible à rapporter, c'est la preuve négative. Or, que nous dit le texte? Celui sur lequel pèse... celui qui réclame l'exécution, c'est l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, doit prouver l'existence de cette obligation. Et celui qui se prévaut de l'avoir exécutée et d'en être libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Alors, je reprends. Le patient doit prouver qu'il a conclu un contrat avec le médecin. Il doit dire « j'ai été soigné par ». Voilà, ça c'est le contrat de soins. Forçage du contrat, dans ce contrat de soins, il y a forcément une obligation d'information. Voilà, j'ai prouvé. Ça c'est facile, je l'ai réglé, j'ai une ordonnance, ça c'est facile, je peux l'apporter. Et puis de son côté, le médecin, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit justifier le fait qu'il produit l'extinction de son obligation d'information. Il doit justifier qu'il a effectivement informé. Il n'y a rien de plus facile à faire. Nous allons voir comment. Mais lui, il peut prouver un fait actif, il peut prouver qu'il l'a informé. Donc, vous avez bien compris, cet arrêt du 25 février 1997, c'est une juste lecture de l'article 1315 du Code civil. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir échappé pendant des lustres, de manière inexpliquée, à l'application simple du droit. Je prends les avocats. Vous savez que depuis 150 ou 200 ans, nous avons estimé que nous avions le pouvoir d'apprécier la valeur objective des prestations de services. Et ainsi les généalogistes, ainsi les réparations de tous ordres, ainsi voire éventuellement les honoraires de médecins, etc. On peut apprécier au regard du service effectivement rendu. Il n'y en a qu'une catégorie qui tirait sur l'épingle du jeu. Mais jusqu'aux alentours de l'année 2000, c'était inouï, c'est vrai au fond. La convention d'honoraires d'avocats n'était pas contestable. Pourquoi ? Toutes les autres l'étaient, pas celles des avocats. Eh bien voilà, un beau jour, un esprit malin a dit mais les avocats sont des prestataires de services comme les autres, et leurs honoraires sont contrôlables, comme ceux des autres. Eh bien c'est exactement ce qui se passe. Sauf l'hypothèse où la convention d'honoraires a été conclue service fait, après que le client de l'avocat n'était plus en désespoir et dans une fragilité pour signer un peu légèrement ce qu'on lui demandait, un service fait, il pouvait apprécier sereinement la valeur véritable des services rendus par l'avocat, et là, ça, ce n'est plus contestable après service fait. Donc, c'est vous dire que, vous voyez, très curieusement, le droit le plus simple, souvent, requiert des années, des décennies, voire des siècles pour se forger. Alors, quelle est la forme? Donc je vous disais comment justifier que vous avez rempli l'obligation d'information. Bien sûr, la preuve est libre, totalement libre. Et maintenant, le Code de la santé publique vient nous dire par tout moyen. C'est évident pourquoi? Parce que c'est un fait. Et les faits en droit français, en droit civil français, se prouvent par tout moyen. Ce n'est pas un acte juridique, c'est juste un fait. J'ai délivré l'information. Alors on le peut. Nous avons rendu un arrêt, là par exemple je vois, le 6 février 2013, pour une dame, une lipectomie, une plastie abdominale. On ne lui a pas dit qu'elle risquait une nécrose à la croisée, une nécrose de la peau. Même moi je le sais, enfin c'est normal, vu toutes les affaires que j'ai vues.
Mais donc elle ne le savait pas, elle a eu une nécrose. Et effectivement, on lui avait fait signer une formule un peu générale. Je sais qu'il n'existe pas d'acte chirurgical sans risque et que des complications sont possibles, même si l'intervention est conduite normalement. Je reconnais que la nature de l'opération prévue, ainsi que ses avantages, ses risques, m'ont été expliqués en termes que j'ai compris. Voilà, elle a signé ça. Vous voyez, bon, alors nous avons considéré que la formule était beaucoup trop générale et que, au moins, nous avons même ajouté qu'il aurait au moins fallu la remise d'une brochure exhaustive qui explique tout. Mais la brochure exhaustive, alliée à cette signature, etc., elle doit être complétée, vous le savez, par une information individuelle. D'ailleurs, encore le Code de la santé publique vient nous dire qu'il faut une information individuelle. C'est comme entre le banquier et un emprunteur. Il faut une information individuelle, adaptée. Donc, comment va-t-on voir que, outre la brochure exhaustive, on va généralement retenir, le Conseil d'État fait de même d'ailleurs, va retenir l'existence d'un ou plusieurs entretiens individuels, va retenir le délai qui a séparé l'entretien de l'intervention, va retenir qu'elle connaissait déjà le chirurgien, la patiente, depuis à d'autres reprises, etc. Enfin, on va utiliser, nous pouvons utiliser des présomptions. Les présomptions, qu'est-ce que c'est? C'est l'article 1353 du Code civil. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, puisqu'il y a des lois, il y a des présomptions qui sont légales, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. Alors, pour le moment, la Cour de cassation ne contrôle pas ce que le juge du fond estime être une présomption. J'ajoute qu'un fait unique peut constituer une présomption. On n'est pas obligé d'avoir plusieurs faits pour une présomption. Bon. Mais elle ne le contrôle pas parce que c'est factuel. En revanche, vous savez que dans tout ce qui est souverain du juge du fond, l'appréciation du quantum du préjudice, l'appréciation de la valeur probante d'un élément, alors précisément des présomptions, etc., tout ce qui est souverain, en réalité, nous ne le contrôlons pas factuellement, mais nous exigeons des motifs propres à justifier qu'on ait dit là, oui, il y a une présomption. Et donc, nous cassons lorsque nous estimons que les motifs des juges du fond sont insuffisants à établir l'existence d'une présomption ou insuffisants à caractériser, impropres à caractériser la présomption. Donc, nous ne contrôlons pas vraiment, mais nous contrôlons qu'il existe une motivation acceptable. Alors, c'est tout à fait la même chose au Conseil d'État. Sanction du défaut d'information. Très, 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 très important. Maître Leclerc vous a dit que la sanction était la perte de chance. C'est vrai. Donc au tout début, on affectait un pourcentage de perte de chance d'avoir perte de chance égale à un pourcentage du préjudice, puisqu'on avait été privé de la chance d'éviter ce préjudice. Donc 20%, 50%, 80%, c'était une perte de chance. Puis, nous avons réfléchi. Et nous avons dit, vers 1998, j'étais encore à la Cour d'appel, à la première chambre B, à l'époque, qui traitait de la responsabilité médicale. Nous avons estimé que lorsque l'intéressé, même averti des risques, aurait quand même bénéficié de l'intervention, ben, il n'y avait pas de perte de chance, évidemment. Je me rappelle un garçon qui ne pouvait plus marcher tellement il souffrait du genou. Après, il avait un syndrome des loges. Bon, d'accord, enfin, n'empêche qu'il pouvait marcher. Donc, nous avons dit, zéro, pas d'indemnisation, puisque même informé de l'éventualité d'un syndrome des loges, puisque vous ne pouvez de toute façon plus marcher, vous auriez bien sûr accepté l'intervention. Donc, plus de réparation du tout. Et puis là-dessus, la doctrine est venue dire, mais comment? Mais alors, il n'y a plus de sanction du défaut d'information? Vous direz qu'en français, il n'y a pas de punitive damages. Donc, il n'y a pas de sanction, tant pis, on ne punit pas, il n'y a pas de dommages d'intérêt punitifs. Mais pas de sanction au sens civil, ça veut dire aussi pas de réparation. Et donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous avons, par un grand arrêt du 3 juin 2010, nous avons dit que le non-respect du devoir d'information qui découle des risques inhérents à l'intervention, enfin du devoir d'information, cause à celui auquel l'information est légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation. 3 juin 2010. Là-dessus, ça devenait une usine à gaz. Parce que si on n'informe pas de tout et que rien ne se produit, eh ben on peut quand même demander une indemnisation
Parce que comme on n'a pas été complètement informé, eh bien c'est à la dignité de la personne humaine, à son intelligence, etc., que l'on portait atteinte. Je traduis. Comme en plus, il y avait la menace des class actions, des actions de groupe à la française, tous les patients auxquels on a prescrit la prise d'aspirine et auxquels on n'a pas dit qu'ils risquaient peut-être une hémorragie, je ne sais pas, ménagée ou stomacale, j'en sais rien, on vous l'a dit, non. Allez, site internet, venez vite, on va faire un procès, on sera des millions de patients auxquels on n'a pas tout dit. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de dommage, rien ne s'est produit. Ah oui, mais on ne vous a pas informé. Ah, alors, vite. Bon, donc, nous avons complété, après avoir un peu balbutié en 2012, nous avons complété par un arrêt du 23 janvier 2014. Alors, cette affaire-là était venue, ce qu'on appelle en formation ordinaire, 3 magistrats à la Cour de cassation. Quand on ne se met pas d'accord, parce qu'il y en a qui ont protesté, on est passé en section. Là, il y a 15 magistrats qui délibèrent. Et comme on n'est pas obligé de délibérer en nombre impair à la Cour de cassation. En nombre pair, et le président de la formation n'a pas voix prépondérante. Donc, nous nous heurtons souvent à des partages de voix. Partage de voix, et donc ce fut une plénière de chambre. Donc, nous avons été 30 magistrats à délibérer pour rendre cet admirable arrêt du 23 janvier 2014. Le Conseil d'État, de son côté, statue à peu près dans les mêmes termes, c'est-à-dire que le défaut d'information sur les risques inhérents, etc., n'ouvrira droit, même si l'intéressé, même informé, aurait subi le risque. Donc il est amputé, mais de toute manière, il aurait accepté l'intervention parce qu'il n'avait pas le choix, mais il a subi ce que l'on appelle un préjudice d'impréparation psychologique. Enfin bon, c'est symbolique, hein. C'est-à-dire il sera indemnisé de manière morale, oui, je sais pas, 3 000 euros, 1 500 euros, enfin bon. Mais c'est vrai qu'on a manqué à l'obligation de l'informer qu'il allait peut-être se retrouver paralysé ou amputé. Et aussi, on l'a privé de la possibilité d'organiser sa vie, de prendre des mesures, parce que si c'est très très grave, si les risques qu'on lui signale, exceptionnels certes, mais sont très graves, il peut avoir besoin d'organiser sa vie, la vie de sa famille, etc. Donc c'est ça qui est désormais, c'est seulement si le risque s'est produit, hein, que le défaut d'information donnera lieu à. Alors, deuxième source de pacification, en 2 mots, reconnaissance de l'aléa thérapeutique et distinction de la faute civile et la faute pénale. Vous avez entendu tout à l'heure quelqu'un dire, hélas, peut-être justement, je ne sais pas, je ne peux pas moi affirmer, mais quand même, on peut suspecter que quelquefois les magistrats aient été un peu enclins à trouver des fautes là où c'était une erreur qu'on a pu qualifier faute. Enfin bref, pour trouver des fautes pour entrer en voie de condamnation. Et même une voie pénale, même une faute pénale, à l'époque où il n'y avait pas séparation de la faute civile et de la faute pénale. Mais maintenant qu'il y a séparation de ces fautes, et maintenant qu'il y a pour les cas graves l'aléa thérapeutique, ben, tout va mieux. On ne va plus retenir que la vraie faute. La vraie faute, quelle est-elle? Ben, d'abord, je signale que la responsabilité chirurgicale, elle ne date pas d'aujourd'hui. On la trouve dans le code d'Hammurabi, 1750 avant Jésus-Christ. Si un médecin traitant un homme libre pour une grave infection au moyen du bistouri provoque la mort de cet homme, ou bien si, en ouvrant le nakaptu, alors c'est dans l'œil, ou un abcès ou une cataracte, on ne sait pas très bien comment analyser, en ouvrant le nakaptu au moyen du bistouri, il fait perdre son œil, on coupera la main du médecin. Code d'Hammurabi, vous voyez qu'aujourd'hui on est quand même plus modéré. On retrouve encore la responsabilité des chirurgiens dans la loi des 12 tables à Rome, et on la retrouve à partir de 1825, et puis ensuite 1825 c'était une femme qui accouchait, après cela 1835 on a dit qu'il s'agissait d'une responsabilité délictuelle fondée sur 1382 et 1383. 1382, droit civil du Code civil, c'est la faute. 1383, c'est la négligence ou l'imprudence. Et donc, pour contourner la difficulté de qualifier au pénal les fautes, puis c'est pas souhaitable non plus, enfin, à moins de l'avoir vraiment voulu, quand même, les chirurgiens ne sont pas pénalement coupables, enfin franchement. Et donc, par un arrêt du 18 juin 1835,
la Cour de cassation a retenu que l'on pouvait rechercher la responsabilité du chirurgien sur 1382-1383. Enfin, l'arrêt Mercier, 20 mai 1936, nous avons dit c'est une responsabilité qui n'est plus délictuelle mais contractuelle, prescription donc de 30 ans à l'époque, qui est devenue de 10 ans maintenant, comme l'a dit très justement Maître Leclerc, à côté de la consolidation, plus l'effet de la minorité qui reporte d'autant jusqu'à l'âge de 18 ans, plus 10 ans, enfin vous voyez, c'est vrai qu'il faut s'assurer pour longtemps. En plus, 10 ans c'est bien, mais il faut conserver les comptes rendus opératoires 20 ans, et 30 ans, 4 transfusions sanguines, vous le savez. Hein. Donc il faut prendre un local d'archives. En gros. Alors, il faut, dans ce contrat, que doit faire le médecin? Il doit donner à son patient des soins consciencieux et attentifs, et réserve faite des circonstances exceptionnelles conformes aux données acquises de la science. Alors, les circonstances exceptionnelles, ça peut être justement l'urgence, ça peut être l'impossibilité, un peu la médecine de guerre qu'on évoquait, la possibilité de trouver tous les éléments utiles pour opérer très convenablement. Alors, les données acquises de la science, on glose, le RMO, les références médicales optimales, les conférences de consensus, etc., etc. Bon, ce sera bien sûr souvent l'expert qui va nous guider vers ce que sont les données actuelles de la science. Alors, je le dis, la faute médicale s'apprécie in abstracto par référence au comportement d'un bon médecin de la même spécialité placé dans les mêmes circonstances. Donc la maladresse est fautive, c'est vrai. L'erreur est-elle fautive? Alors là, il y a un débat sémantique, il y a une sorte de divorce sémantique entre le juge et le médecin, parce que pour le médecin, et en particulier pour l'expert, l'erreur est acceptable. Nous avons bien compris, nous aussi, les magistrats, que finalement l'erreur, notamment l'erreur de diagnostic, sauf erreur très grossière, etc., était aussi acceptable. Bon, maintenant, je crois que nous avons à peu près compris. Mais c'est vrai que la maladresse, ça, non. Ça, nous ne la comprenons pas, nous retenons. Alors, donc par un arrêt, je disais, oui, ça c'était assez particulier cette affaire, parce qu'une femme voit un médecin qui lui prescrit un examen d'anatomopathologie et on trouve qu'elle a un cancer de, je sais pas quoi, un cancer féminin, je crois d'un ovaire, je sais plus trop bien. Et elle n'a pas du tout envie d'une hystérectomie, alors c'est peut-être du utérus, tiens. Peut-être, pour une hystérectomie, il vaudrait mieux. Et alors donc, elle refuse l'hystérectomie. Et donc, elle va chez un autre médecin qui fait faire un autre examen de laboratoire, autre examen anatomopathologique, tac, il n'y a pas de cancer. Mince, il y avait vraiment un cancer. Donc, elle a recherché la faute du second médecin qui ne s'est pas conformé aux recherches et aux examens du premier. Et c'est là qu'après avoir beaucoup débattu, aussi encore là, c'est pas une plénière de chambre, mais c'était une section, 15 magistrats, nous avons décidé que le médecin est autonome et voilà. Un médecin tenu par l'article R 4127.5 du Code de la santé publique d'exercer sa profession en toute indépendance ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier personnellement et sous sa responsabilité le résultat des examens et investigations pratiqués et le cas échéant, s'il estime utile, en faire pratiquer de nouveau conformément aux données acquises de la science. C'est un arrêt du 30 avril 2014. Alors, les fautes techniques, bon, vous le connaissez, de l'erreur dans le diagnostic, l'omission des examens pré-anesthésiques, des examens complémentaires, attention, les examens complémentaires, vous avez quand même un droit de contrôle aussi sur la prescription d'un autre médecin. Donc, s'il vous dit il faut opérer ça, s'il est de votre devoir, je vous le rappelle, de contrôler. Là, un arrêt du 31 mars 93. Indication thérapeutique, choix thérapeutique, l'intervention elle-même, inattention, maladresse, négligence imprudente. De toute manière, je récuse cette condamnation du juge pour retenir la maladresse, parce que précisément, tout à l'heure, j'ai entendu très bien, comme vous, ami Leclerc, qu'il y avait 4 catégories de chirurgiens. Vous voyez ? Ben, il n'y en avait qu'une dans laquelle on retrouvait beaucoup de maladresse, beaucoup d'anomalies. C'est pour ça que je porte mes lunettes depuis que je l'ai entendu. Donc, il y en a qui n'en ont jamais, et ben donc ils ne sont pas maladroits, et ben il vaut mieux qu'on les connaisse ceux-là. Il faudrait faire une certification ISO pour connaître individuellement les chirurgiens qui n'ont pas d'affaires. Parce qu'ils sont... Ah bon, c'est possible. Alors, également, il y a important de nos jours, surtout les assureurs adorent cela, c'est le chaînage des responsabilités. C'est le défaut de... Alors, qui est responsable de quoi? Le défaut de transmission des informations. Nous tenons compte aussi, bien sûr, des directives européennes qui imposent le repos
après la garde, donc on ne peut pas rester à l'hôpital plusieurs jours de suite, donc on ne peut pas assurer la continuité des soins, donc il faut transmettre, évidemment, aux successeurs, mais il faut le dire. Il faut transmettre le mieux possible, puisqu'on sait qu'il n'y a pas le choix, et après sa garde, eh bien, il faut déguerpir, hélas. Alors, comment ? Il y a le choix de rester ? Ah oui, ça d'accord, mais c'est une directive européenne. Ah mais ça, non, mais si vous me parlez, là j'entends la guitare hawaïenne si vous me parlez des anglo-saxons. Alors, les infections nosocomiales, écoutez, ceci est important. Autre 5%, enfin c'est pas non plus pour vous décontracter trop, hein. Jusqu'à la loi de 2002, l'infection nosocomiale engageait la responsabilité du chirurgien puisqu'il était tenu par une obligation de sécurité de résultat, c'est-à-dire que le résultat laissé l'individu indemne n'était pas atteint, présomption de faute. Alors, sauf à lui à démontrer une cause étrangère. Depuis la loi du 4 mars 2002, applicable à compter des interventions réalisées jusqu'au 5 septembre 2001, donc plutôt jusqu'au 4 septembre, donc à partir du 5 septembre 2001, eh bien vous tombez, chance pour vous, mais ne soyez pas négligents, sous le régime de la faute pour les infections, pas la clinique. Les établissements de soins, eux, conservent l'obligation de sécurité de résultat. Mais les praticiens individuellement, les chirurgiens, tombent sous le régime de la faute, qu'il s'agisse d'une contamination nosocomiale, exogène ou endogène. Mais donc, il faut quand même que on prouvera peut-être, attention à vous, hein, un défaut d'asepsie, etc., etc. Bon. En tout cas, c'est le régime de la faute. Alors, l'aléa thérapeutique, ben, évidemment, quand on peut indemniser sous l'angle de l'aléa, ben c'est tout à fait parfait. Il est inutile de chercher artificiellement une faute. Il y a la procédure amiable d'indemnisation devant les commissions de conciliation et d'indemnisation qui s'appelle CCI depuis 2009, mais c'est vrai que tout ça passe très vite et qu'on ne regarde pas les textes tous les jours, donc elle ne s'appelle plus CRCI depuis 2009, elle s'appelle CCI maintenant, Commission de conciliation et d'indemnisation. Alors donc il y a l'action récursoire de l'ONIAM, vous le savez. Alors l'abandon de la faute pénale et civile, les affaires pénales, c'est même pas 1% hein, des affaires je parle sous le contrôle de Maître Leclerc, du bâtonnier Leclerc. C'est 1% des affaires, même pas les affaires pénales, des plaintes. Hein, c'est très faible. J'ai recherché, depuis 2009 par exemple, j'ai vu à peu près 12 ou 13 affaires jugées par la chambre criminelle, et encore, vous imaginez, on va jusqu'à la Cour de cassation systématiquement en matière pénale dans ce domaine-là. Puis de toute façon, ils étaient, ceux qui ont été reconnus coupables, ils étaient franchement vraiment coupables. Hein. Mais il y avait aussi des arrêts dans les chambres, des arrêts de la chambre criminelle, des arrêts de relax hein, aussi, bien sûr. Et puis, j'en ai vu en revanche, j'ai vu 72 affaires pour la première chambre civile, vous voyez, dans la même période de temps, depuis 2009. Alors, bon, bien sûr, il y a les fautes involontaires, la maladresse, la prudence, l'inattention, la négligence, l'abstention, le manquement à l'obligation de sécurité ou de prudence, pour des peines aggravées en cas de violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Enfin, en matière médicale, il n'y en a pas vraiment d'ailleurs. Bon. Puis alors, il y a les faits volontaires. Alors, c'est l'euthanasie, la stérilisation. Autrefois, on voyait des affaires pour les interruptions tubaires ou les vasectomies et tout. Enfin, maintenant, vous savez que le procédé est différent, puisque les gens peuvent écrire et confirmer, etc. Et vous ne serez plus poursuivis, grâce à Dieu, pour cela. Alors, au fond, maintenant, comme je le disais, les fautes que l'on retient contre les chirurgiens, contre tous les médecins, elles sont claires, elles sont bien définies. Ensuite, l'indemnisation est assez juste et raisonnable. Vous avez une obligation d'assurance, vous le savez, sous peine de sanctions pénales ou disciplinaires, si vous n'êtes pas assuré. Et alors, un expert qui n'avait pas le bac, il était peut-être baptisé infectiologue, il était peut-être un expert de l'eau de Javel, et pas un expert médecin, oui, je ne sais pas, pour la clinique du sport. Ah, il se disait médecin quand même. Alors, une chose très très importante pour les experts. En Outre-Manche et Outre-Atlantique, vous savez que de tout temps, l'expert n'était, aux États-Unis, n'est toujours qu'un témoin de l'une des parties. Et donc, de l'autre côté, on a un témoin vaguement dans l'autre sens. Enfin, si l'expert est objectif, normalement, il devrait dire « mais il se lève, enfin, il estime, lui, qu'il conclut dans ce sens. » Et l'autre expert conclut dans l'autre sens. Ben donc le juge, lui, il va à la pêche, il prend le meilleur.
Et il y a eu en 1997-19 un Master of the Rolls, qui est l'équivalent du premier président de la Cour d'appel. Alors là, c'était la Master of the Rolls de la Court of Appeal of England, qui a autorité sur l'Angleterre et le Pays de Galles. Et il s'appelait John Wolfe. Et il a écrit tout un énorme rapport. Il faut que la procédure anglaise ressemble à la procédure française, qui est tellement efficace, rapide et peu coûteuse. Oui, moyennant quoi nous sommes submergés de procès, ça c'est sûr. La Cour d'Angleterre, la Cour d'appel d'Angleterre, pour la même population que nous, à peu près, traite 1500 affaires par an, et nous avons 31 cours d'appel, et la seule Cour d'appel de Paris traite 200 000 affaires par an, seulement à Paris. Seulement à Paris. Il y a 31 cours d'appel, vous ajoutez toutes les autres. La Chambre des Lords en Angleterre traite entre 90 et 120, ou les très grandes années, 150 affaires, et nous, à la Cour de cassation française, nous en traitons 30 000. Oui, bon, tout est comme ça, avec la procédure très rapide, très efficace et très peu chère. Et alors, comme il a voulu faire comme le droit français, il a dit, mais on pourrait peut-être aussi aller plus vite et puis moins cher, choisir un seul expert. Donc, dans certaines affaires, le juge peut décider qu'il y aura un seul expert qui sera ses yeux techniques. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui-même qui le choisit, mais d'ailleurs c'est une requête parfois des experts ou des parties. Ce serait qu'il y ait un référent par profession ou par spécialité qui proposerait tel ou tel expert. Ici en France, donc c'est le magistrat qui choisit l'expert, enfin la juridiction. Et en Angleterre, il dit un seul expert et c'est la branche concernée, spécialisée, professionnelle, qui va dire, ben voilà, vous pouvez choisir tel expert. Eh bien, depuis qu'il y a un seul expert, les Anglais sont très malheureux. Bien qu'ils aient conservé le Union Jack. Pour la petite histoire, le bleu du drapeau, c'est l'Écosse. Jack VI d'Écosse devenu Jacques Ier d'Angleterre. Et si l'Écosse avait voté, il n'y avait plus le bleu du drapeau. Bon, fermons la parenthèse. C'est qu'ils sont malheureux, les Anglais, maintenant. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aperçoivent que quand un expert judiciaire, le délégué, le délégataire du juge a parlé, il est presque impossible d'aller contre ce que l'expert a dit. Il est déjà très difficile d'obtenir une contre-expertise ou une nouvelle expertise. Il faut faire critiquer le rapport de l'expert judiciaire par un expert privé. Il faut convaincre la juridiction peut-être de désigner un autre expert. C'est très délicat. Vous savez, nous avons bien le sentiment, c'est pour cela que nous essayons de comprendre tout. Et je dis bien essayons. C'est que nous sommes très prisonniers des conclusions et des constatations et des investigations des experts. Vous le savez, c'est très très délicat. Il faudrait faire une session sur pur l'expert parfait. Ce serait difficile ça. Alors, l'expert d'ailleurs engage sa responsabilité s'il commet des fautes. Par exemple, il y a eu une affaire célèbre dans laquelle il avait dit IPP 3% et en fait c'était 30%. Ou l'inverse, je ne sais plus, ça remonte à quelques années. Et bien donc, il avait engagé sa responsabilité parce que je ne sais plus si l'individu a eu trop ou pas assez d'indemnisation. De la même manière, vous vous rappelez, en 1951, le pain empoisonné de Pont-Saint-Esprit, l'expert avait dit, c'est de l'ergotisme. À cause de l'ergot séglé, c'est la faute du boulanger. Et finalement, c'était un poison organo-mercuriel qui s'était trouvé en contact avec les farines du boulanger. Et le boulanger avait été... L'expert a été condamné pour son erreur en première instance. Et la Cour d'appel de Nîmes en 1959 a dit non, ce n'est pas une erreur grossière. L'expert a pu se tromper, donc il a de la chance, il n'a pas été condamné. Nous sommes toujours le 3 mars 2003. Et c'est encore le professeur Vert qui permet d'abriter derrière sa grande sagesse mes dernières paroles. Le chirurgien n'est plus le thaumaturge déifié qui faisait ce qu'il voulait, drapé dans sa toge. C'est fini. Nous sommes des êtres comme les autres et nous devons accepter la critique. Et pour mieux l'accepter, nous devons la faire nous-mêmes à l'avance. Et déjà, quand on aura acquis cet état d'esprit, beaucoup de difficultés tomberont. Grand merci. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions ? Bon, moi, ce que je vais vous proposer, c'est que les questions soient faites pendant le pot, d'après, vu l'heure, pour les contraintes horaires. Donc, on remercie tous les intervenants.
Et voilà, donc la session, le président. Et moi, je remercie le modérateur, Jean-François Mercier, qui nous a élaboré un magnifique programme avec d'excellents orateurs. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui et merci à tous. Oui. Vous avez un petit pot sur un verre de